Ce mois-ci, j'avais envie de vous parler des Inuits, ces habitants du Grand Nord, qu'avant 1977 on appelait les Esquimaux. Ça voulait dire mangeurs de viande crue. Mais aujourd'hui, ils préfèrent qu'on les appelle par leurs noms locaux, Yupik, Inupiat ou Inuit, qui veut dire les hommes. Inuit, c'est le pluriel de Inuk, au singulier. Il faut savoir que le peuple Inuit, c'est le peuple le plus dispersé de la Terre. Il vit sur un territoire qui s'étend sur plus de 5000 km, qui va de l'Alaska à la Sibérie, c'est-à-dire tout autour du cercle polaire arctique. Il y a environ 150 000 Inuits qui vivent au Groenland, au Canada, en Alaska et dans le nord-est de la Russie. On en compte environ 50 000 au Groenland, 30 000 Nunavut, 25 000 en Alaska, 14 000 au Québec, 6 500 Terre-Neuve et Labrador, 4 000 sur les territoires du nord-ouest, 1 700 en Russie, 10 000 dans le reste du Canada et 7 à 8 000 dans le reste des États-Unis. La langue qu'ils parlent, ce sont les langues inuites. Alors je ne vous le dirai pas parce que c'est imprononçable pour nous, le nom de ces langues. Et puis il y a l'anglais, le russe et le français. Leur religion, c'est l'animisme et le christianisme. Les Inuits ne sont pas considérés comme des Amérindiens, puisqu'en fait leurs ancêtres seraient venus en Amérique plusieurs millénaires après l'arrivée des ancêtres des Amérindiens. En fait, les Inuits sont davantage similaires aux peuples qui habitent les régions arctiques asiatiques qu'aux peuples amérindiens. Alors malgré la dispersion de son habitat, ce peuple a des coutumes assez semblables un peu partout. La famille est le noyau social autour duquel s'organise la vie. Les hommes chassent, pêchent, construisent les maisons, et les femmes cuisinent, apprêtent les peaux d'animaux et fabriquent des vêtements. En Alaska et au Canada, en été, les Inuits chassent le caribou, l'ours polaire, le renard, le lièvre et les oiseaux de mer. Pour les gros gibiers, ils s'organisent à plusieurs familles. Historiquement, les Inuits étaient un peuple de chasseurs nomades. De nos jours, si la plupart des Inuits sont devenus sédentaires, une grande partie vit encore de la chasse et de la pêche. Dans le climat arctique, il y a 2 saisons. L'hiver, qui dure 9 mois, pendant lequel on peut ressentir des températures de moins 50 à moins 20 degrés, et l'été, qui dure seulement 3 mois, de moins 10 à plus 18 degrés. Selon de nombreux scientifiques, l'Arctique est une région qui se réchauffe à un rythme plus rapide que le reste de la planète. Eh oui, le réchauffement climatique et la fonte des glaces perturbent notamment l'accès des Inuits aux animaux qu'ils chassent, comme le caribou, l'ours polaire ou le phoque. Il rend en outre la chasse plus périlleuse en raison de la minceur des glaces et d'une météo moins prévisible. Autrefois maîtres en météo, les anciens évitent maintenant de faire la moindre prévision, répétant que l'Arctique est entré dans l'ère de l'imprévisible. Le réchauffement de la planète modifie également la culture et l'éducation de la jeune génération, en même temps qu'il déboussole les aînés. Ceux-ci ne peuvent plus enseigner les connaissances traditionnelles sur la chasse, la préparation de la nourriture et ce genre de choses. Les jeunes devront développer leurs propres méthodes et s'adapter. De plus, certains Inuits sont obligés de quitter leur village dont les maisons menacent de s'écrouler en raison de la fonte des glaces. Je voudrais vous parler du monde magique des esprits et le rapport des Inuits aux animaux. Les Inuits portent un grand respect aux animaux, auxquels ils prêtent une âme. La viande et le poisson issus de ces derniers représentent la plus grande partie de la nourriture du peuple Inuit. C'est pourquoi la chasse et la pêche revêtent un caractère très important, expliquant la considération particulière portée aux animaux. Après avoir tué un animal, par exemple, les Inuits lui demandent pardon et l'honorent par des fêtes. En Sibérie, par exemple, ils font la fête des ours. Selon eux, cela préserve l'harmonie entre les hommes et la nature, et cela attire la chance. Toutes sortes d'histoires, de mythes ont été créés pour rendre hommage à ces animaux, que ce soit les rennes, les ours, les loups, les renards en Sibérie, ou encore les phoques, baleines, morses et poissons en Alaska. Ils expliquent comment apaiser l'âme des animaux si ceux-ci venaient à manquer lors de la chasse et la pêche. Un mythe parmi les plus importants est celui que je vais vous raconter.
C'est le mythe de Sedna, la déesse de la mer. Elle protège les animaux marins maltraités et elle a le pouvoir de les libérer afin de permettre aux hommes de s'en nourrir. Le thème qui revient le plus régulièrement dans les mythes inuits est celui de la transformation des êtres humains en des animaux ou en créatures fantastiques, et inversement. C'était une petite musique de voix basse profonde, mongole. Sedna était une très belle femme inuite. Être belle, ce n'est pas un défaut, mais être vaniteuse, oui. Elle passait la plupart de son temps à brosser ses longs cheveux et à contempler son reflet dans la glace. Personne n'était assez bien pour elle. Elle avait refusé sans ménagement tous les prétendants que son père lui faisait rencontrer. Soit il les trouvait trop gros, soit trop grands, trop petits, trop maigres, le nez trop long, le nez trop court, enfin bref. Un jour, son père, un veuf d'un certain âge, en a eu assez des caprices de sa fille. Et il lui a déclaré que le prochain qui lui demanderait sa main, il l'épouserait, peu importe de qui il s'agirait. Le lendemain, on frappe à la porte. Le père ouvre et découvre un chasseur aux vêtements coûteux et élégants, mais au visage très laid. L'homme déclare qu'il veut épouser Sedna. Cette dernière a beau pleurer, protester, son père l'oblige à obéir. Elle doit épouser le chasseur et le suivre sur l'île qu'il habite. L'île en question est très inhospitalière. Elle est battue par les vents, les pierres sont toutes fendues par le froid et le gel. On ne voit pas une habitation autre que celle du chasseur à perte de vue. Sedna s'aperçoit rapidement que son mari n'est pas que chasseur. Il est aussi un chaman très puissant et hélas très méchant. Il vit le plus souvent sous la forme d'un oiseau et lui fait subir les pires traitements. Sedna finit par pleurer et gémir du matin au soir. Elle pleure tant que son père sur le continent entend ses plaintes. Touché par la peine de sa fille, il profite un jour de l'absence du chaman pour se rendre au kayak sur l'île où vit Sedna. Elle est folle de joie en l'apercevant, mais il ne faut pas trop s'attarder car le chaman est très cruel et surtout très cruel quand il est contrarié. Quand le chaman s'aperçoit de la disparition de son épouse, il entre dans une rage folle. Il ordonne à la mer de s'agiter. La plus terrible des tempêtes se lève. Le petit kayak est bousculé de tous côtés. Des vagues immenses menacent les deux occupants. Les éléments sont déchaînés et rien ne semble pouvoir apaiser la colère de l'homme oiseau. Le père, effrayé, ne voit qu'une seule solution, rendre Sedna à son mari. Alors, sans réfléchir, tremblant d'effroi, il pousse Sedna hors du kayak. La tempête ne se calme pas pour autant. Prise de panique, grelottante de froid, la jeune femme essaye de s'agripper au kayak et de se hisser par-dessus bord. Son père ne la laisse pas faire. Pire encore, il se met à taper sur ses doigts gelés avec sa pagaie afin qu'elle lâche prise. Il tape si fort que les doigts de Sedna se cassent et tombent à l'eau et se transforment, devenant les poissons qui peuplent à présent la mer. Sedna n'abandonne pas pour autant. Elle continue à tenter de s'accrocher au kayak de ses mains glacées. Mais son père, toujours armé de sa pagaie, tape de plus belle.
Elle lui brise aussi les mains, qui tombent dans l'eau déchaînée et se transforment à leur tour, devenant les mammifères qui peuplent la mer. Alors, à bout de force, Sedna se laisse couler. Elle laisse l'embarcation et ses longs cheveux flottant autour d'elle. Elle s'enfonce dans les profondeurs de la mer, où elle se transforme en sirène. Et où elle est toujours. Quand les flots s'agitent en pays inuit, on raconte que c'est Sedna, irritée de ne plus avoir de main pour peigner ses beaux cheveux, qui se met en colère. Voilà pourquoi, depuis ce jour, les chamans doivent se munir d'un peigne lorsqu'ils entrent en transe pour calmer Sedna, la déesse de la mer.